c'est celui qui est à Bagdad. Et donc pour ce faire, ils vont essayer de conquérir certains territoires, ils vont bousculer des petits émirats au Mashriq, au Sham, en Palestine, où il y avait par exemple les Hamdanites, Al-Dawla al-Hamdaniya, qui était un émirat chiite, que les Fatimides vont déloger de là. On l'a dit pour l'Andalousie. Et quant au Mashriq, eh bien, le Mashriq il était éclaté en je ne sais combien de principautés. Il y avait les Samanides, il y avait également Dawla Toloniya, donc les Tolonides. Il y avait aussi les Bouayhites, Dawla al-Bouayhiya, qui était un petit État chiite également, qui lui a réussi à s'emparer de Bagdad et a mis sous son contrôle les califes abbassides. Je résume parce que ce qu'on veut comprendre par là, c'est que notre auteur a grandi dans un milieu très tumultueux, dans un environnement très perturbé. Et bien entendu, cet environnement très perturbé ne le laissera pas indemne. Ça va influencer aussi ses écrits, comme on le verra, Inch'Allah, très bientôt. En revanche, l'un des points forts de cette époque, c'est qu'il y a une petite principauté turque qui va émerger sur la scène régionale et qui va remettre de l'ordre dans la région, qui va débarrasser la région des pouvoirs ou des principautés chiites, qui va redonner de la valeur au califat abbasside de Bagdad. Ce sont les Turcs seldjoukides. Et les seldjoukides, pour l'histoire, ce sont ceux qui précèdent les Ottomans. Les seldjoukides, ils précèdent les Ottomans. Pourquoi j'insiste sur les seldjoukides? Parce que notre auteur, notre personnage, Imam al-Haramain, il va avoir un lien étroit avec eux, on va le découvrir, Inch'Allah, donc très bientôt, bidnillah. Donc ça, c'est pour vous donner un aperçu très général de la région de l'époque sur le plan donc, politique. Alors, sur le plan social, il y a deux choses frappantes. La première chose, c'est que les Arabes, les Abbasides sont des Arabes, ils n'ont plus le monopole du contrôle et du pouvoir et de la société. Ils le partagent avec qui? Avec deux éléments qui sont imposés sur l'arène sociale ou sociétale, ce sont les Perses et les Turcs. Et c'est pour ça que, par exemple, la dynastie samanide, d'accord, la Samaniya, c'était une principauté iranienne, une principauté perse qui était dans la région, et qui, elle aussi, prêtait allégeance au calife de Bagdad. Et ces gens, d'où viennent-ils, ces Turcs et ces Perses, d'où viennent-ils? Eh bien, ils ont tous fait partie de l'armée impériale. Et ils ont gravi les échelons, sont devenus des commandants, des gouverneurs de région, et ils se sont petit à petit imposés. Au plus que le pouvoir abbasside s'affaiblit, au plus eux prennent du pouvoir. Et c'est comme ça que le calife abbasside est mis sous influence de ces princes, de ces dirigeants que sont les Turcs et les Perses. Bon, pour les Perses, la plupart étaient chiites, il y avait quelques sunnites à titre d'exception. L'autre fait marquant concernant la situation sociale, c'est que, contre toute attente, si le monde musulman a éclaté en plusieurs principautés, qui, je le disais, s'entretuent, la société musulmane de l'époque était une société très riche, prospère et je dirais même opulente. Les gens baignaient dans le luxe et le confort. Et il y avait aussi à l'époque un très grand écart entre les riches et les pauvres. Ça existait aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça, c'est assez étonnant, c'est assez paradoxal pour un État faible, un pouvoir faible sur le plan politique. Mais la société, elle, est très évoluée, très raffinée. Et ça va jouer en faveur, bien sûr, des savants, en faveur des sciences islamiques et du patrimoine islamique. Ça permet de le développer davantage. D'accord? Sur le plan religieux, on va dire, sur le plan religieux, scientifique, intellectuel, il y a trois choses qu'on retient. La première chose, c'est que cette période, aussi trouble soit-elle, était une période durant laquelle il y a eu un vaste mouvement de compilation et de rédaction d'œuvres religieuses, scientifiques, profanes et intellectuelles. Malgré les troubles politiques, malgré les soubresauts au niveau du pouvoir, les savants, toutes disciplines confondues, continuaient à produire. Et c'est assez étonnant, parce que normalement, généralement, lorsqu'un État connaît certaines stabilités, eh bien,
la production intellectuelle religieuse donc, prend de l'essor. Et lorsqu'un État est en pleine régression, hélas, la production également en prend donc un coup. Eh bien ici, non. Ici, c'est tout le contraire. La production religieuse, intellectuelle, scientifique, est en plein essor, en pleine prospérité. Maintenant, on va savoir la raison pour laquelle elle connaît ce véritable essor. C'est parce que tous les princes de la région essaient d'encourager les savants, ils les encouragent, ils les incitent, ils construisent des écoles. Pourquoi? Parce que chacun veut apparaître comme étant le promoteur des sciences et des arts. En fait, il y a une dispute entre les principautés, pas seulement sur le plan politique et territorial et militaire, même sur le plan religieux, scientifique, intellectuel. Chacun veut faire passer son émirat comme étant l'émirat, subhanallah, c'est le monde à l'envers. Comme quoi c'est l'émirat, comment dirais-je, pas le plus riche, mais le plus développé, le plus prospère sur le plan des idées, sur le plan de la pensée, etc. Dans notre monde aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je n'ai pas besoin de faire de dessin, vous aurez compris. Les États d'aujourd'hui, pourquoi ils se disputent? Ce n'est pas pour les mêmes raisons. Donc cet encouragement de la part de califes, de sultans, de princes, d'émirs, de gouverneurs qui contrôlaient des zones géographiques a joué un grand rôle pour permettre au patrimoine islamique de se développer donc davantage. Un autre aspect aussi qui explique cette intense activité intellectuelle, religieuse, etc., c'est que la société musulmane de l'époque était fortement traversée par de nombreuses tendances, de nombreuses écoles. On commence par les écoles juridiques, malikites, hanafites, hanbalites, shafi'ites, mais aussi des tendances. Donc il y a les chiites, il y a les mu'tazilites, il y a les khawarij, il y a l'ash'arisme, il y a beaucoup de tendances philosophiques, dogmatiques, religieuses qui traversent la société de l'époque. Il y a un très grand espace de liberté qui fait que ces tendances s'affrontent sur le plan des idées, il y a des débats entre eux, il y a des écrits, des réfutations et contre-réfutations, et bien sûr le patrimoine islamique gagne donc en valeur et en ampleur. Et ça c'est quelque chose aussi d'assez exceptionnel. Et d'ailleurs, pour preuve, je vais vous citer très rapidement quelques noms de gens que vous connaissez probablement, qui appartiennent tous à cette époque-là, afin que vous compreniez à quel point cette époque a permis de dégager des sommités dans les différents domaines de la connaissance, malgré les troubles politiques qu'a connu cette région. Avicenne, Ibn Sina. Avicenne, qui était philosophe, décédé en 428, il appartient à cette époque. Al-Bayrouni, historien, astronome, 430 de l'Hégire. Al-Bayhaqi, le grand juriste et muhaddith, traditionniste, shafi'ite, 458. Le père de Imam al-Haramain, qui lui s'appelle Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf al-Juwayni, qui était un grand savant de son époque. Abu Uthman al-Sabuni, le père de al-Haramain, est décédé en 434. Abu Uthman al-Sabuni, Ismaïl ibn Abdurrahman, qui était un grand exhortateur, un mufassir, un exégète, un savant du hadith également, décédé en quelle année? 441 de l'Hégire. Abu Hamid al-Ghazali, le plus connu. Abu Hamid al-Ghazali, l'auteur de Ihya Ulumuddin, la réunification des sciences, mort en 505, il appartenait aussi à cette époque-là. Donc on voit que c'est une époque riche en personnalités très diverses, avec des parcours très différents. Ça c'est pour vous situer un peu le contexte dans lequel a grandi et a vu le jour l'imam al-Haramain. C'est très important parce que le contexte, je le rappelle, influence une personne et à son tour, lui, il va influencer son époque. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit les ouvrages de l'imam al-Haramain, on sent l'influence de son époque et comment lui, il cherche également à l'influencer et à apporter sa contribution. On y reviendra, Inch'Allah. L'imam al-Haramain appartient à une région qui s'appelle la région de Naysabur. Naysabur, en français, on appelle ça Nishapour. Nishapour. Ça se trouve au Khorasan. Le Khorasan, c'est une province qui se trouve au nord de l'Iran, à la frontière de l'Afghanistan et également aux confins des anciennes républiques d'Asie centrale. À l'époque, cette région-là, le Khorasan, était sunnite. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des sunnites dans l'Iran d'aujourd'hui, il y a encore des sunnites qui habitent dans cette région. Et quel était le pouvoir dominant là-bas? C'était les Seldjoukides. Bon, ce n'était pas toujours rose, il y avait aussi là-bas des conflits, des tensions, de l'instabilité, mais les Seldjoukides ont réussi à mettre de l'ordre dans cette région. Et les Seldjoukides aussi, pour mérite,
d'essayer de réhabiliter un semblant d'unité du monde sunnite face aux différents dangers qui menaçaient le Moyen-Orient, le Mashriq, à savoir la menace fatimide, chiite, la menace des Tatars et la menace aussi des croisés, salibiyun qui venaient d'Europe. Donc ils ont réussi à bâtir un mur solide pour, bien sûr c'est une image, pour pouvoir protéger et fédérer le monde sunnite contre ces dangers. Notre personnage naît dans un village de Nishapur qui s'appelle Bushtunak. Je ne sais, Bushtunkan, pardon, je ne sais pas si ce village existe encore aujourd'hui en Iran, je n'ai aucune idée. On appelle le Juwayni. Normalement, dans l'usage veut que lorsqu'un savant a ce qu'on appelle une nisba, une attribution, généralement il le renvoie à la région ou au pays ou au village dans lequel il habitait. Or ici, la nisba qu'il a, donc cette attribution, il l'a obtenue via son père. Parce que son père a vécu dans cette localité, qui se trouve aussi à Nishapur, je rappelle le nom de l'Iran actuel. Son père y a vécu, mais l'imam al-Haramain n'a jamais vécu là-bas. Donc c'est par son père qu'il a eu donc, cette appellation. En perse, on appelle ça Kouyan, et c'était arabisé, c'est devenu Juwayn. Comme ça, vous avez une idée d'où lui vient cette appellation de Juwayni, ou cette attribution. Il appartient à une famille illustre, une famille versée dans le savoir, très réputée, de grande réputation. Son grand-père était homme de lettres, savant, juriste. Son grand-père s'appelait Youssouf, connu pour sa piété et son scrupule religieux. Son père était une grande référence de l'école chaférite de la région. Il a aussi écrit pas mal d'ouvrages. Il était l'autorité incontestée de l'école chaférite dans le Khorasan et dans le Neysabur de manière plus particulière. C'est un homme aussi connu pour sa révérence, Sahib Waqar, et aussi très investi dans sa piété, son oncle, qui s'appelle Ali bin Yusuf, donc le frère de son père, était un homme très porté sur la spiritualité, et c'était aussi un muhaddith, un savant du hadith. On voit déjà le cocon familial dans lequel est né Imam al-Haramain. C'est un cocon familial, il est entouré de gens, de sciences, de savants, et il va tracer son chemin parmi ses proches, qui seront ses premiers professeurs. En tout cas, surtout son père. Quant à sa mère, eh bien, très rapidement, sa mère, c'était une femme très pieuse, mais ce qui est assez étonnant, pour la petite anecdote, c'est que sa mère était une esclave, que son père a achetée. Que son père, vous savez, à l'époque, l'esclavage, on achetait, on vendait. Lorsqu'il l'a acheté, il l'a acheté pour qu'elle soit une sorte de servante, une jariya chez lui. Il a fini par l'épouser. Pourquoi il l'a épousée? Parce qu'il était frappé par sa piété. Et comment l'a-t-il acheté? Ça aussi, c'est la cerise sur le gâteau de notre anecdote. C'est que le papa d'Imam al-Haramain, en plus des cours qu'il donnait, du sermon de vendredi qu'il dispensait à Juwayni et ailleurs, c'était quelqu'un qui retranscrivait, il était scribe en fait, copiste. Il retranscrivait des ouvrages, des siens et d'autres, et il les revendait. Et donc l'argent qu'il a gagné de ce travail, c'était un métier à l'époque. Al-Nasir, c'était un métier. L'argent qu'il a gagné, c'est avec cet argent qu'il a pu acheter donc cet esclave qui deviendra son épouse. Et il s'est donné comme engagement de ne nourrir sa femme, c'est qui est devenu sa femme, que par le fruit de son labeur. Donc de veiller à ce qu'il va mettre dans la bouche de sa femme soit purement licite. Et certains biographes disent, ce n'est pas étonnant de voir que son fils plus tard sera un homme d'un très grand scrupule qui fait attention à son risque, au moindre détail, on sait d'où ça vient. Donc il y a eu un effet, machallah, au niveau de l'éducation, ce qui en soit formidable. À côté de cette famille illustre, il a eu des professeurs. Surtout à une époque comme la sienne, qui est une époque où il y a beaucoup de savants. Il y a beaucoup d'écoles qui ont produit d'illustres savants dans toutes les disciplines. Je vais vous citer, même si les noms ne vous sont pas très connus, je vais quand même en citer quelques-uns. Vous avez par exemple Abul Qasim al-Iskaf al-Isfahani, al-Isfaraini, pardon. Abul Qasim al-Iskaf al-Isfaraini. C'était l'un de ses professeurs. C'était un juriste chaférite, un honorable de son époque, et aussi
il était connu pour ressembler, ou cherchait du moins à ressembler, aux pieux prédécesseurs au niveau de son ascétisme et de sa piété. Abu Bakr Ahmad ibn Hanbal al-Asbahani, qui a été le professeur de Imam al-Juwayni, dans le hadith ici. Un autre était son professeur dans la qira'a, dans la lecture du Coran. D'ailleurs, le matin très tôt, il se rendait pour pouvoir apprendre les qira'at à ses côtés. C'est Abu Abdillah al-Khabbazi. Et enfin, une personne auprès duquel il a étudié la grammaire en profondeur, même s'il avait déjà eu d'autres professeurs avant lui. C'est Abu al-Hassan al-Mujashiri, Ali ibn Fudal. Ça, ce sont ses principaux professeurs. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. J'ai retenu les plus connus qui ont eu un impact sur sa personne. Ce qui est intéressant dans la biographie de ces différents savants qui ont été ses professeurs, c'est qu'on remarque deux choses. On remarque une spécialisation. Il y en a un qui est grammairien, qui est homme de lettres, un autre qui est savant du hadith, un autre qui est juriste. Mais à côté de ça, il y avait un autre versant, un autre volet de leur personnalité. C'était quoi? C'est la piété, le salah. C'est az-zuhd, l'ascétisme. Et en fait, à l'époque, le savoir et l'éducation allaient ensemble. Donc le talib, l'étudiant, lorsqu'il prenait le ilm à l'époque, eh bien, il prenait les deux. Il prenait et le savoir et